Aurélien Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de cabinet de la Première ministre Elisabeth Borne. Vous avez piloté la réponse à la pandémie Covid à la tête de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, en prenant des risques, en assumant la partie technocratique de certaines décisions et en réclamant un droit à l'erreur. Vous en faites un récit très personnel dans un livre dont on va parler. Aurélien Rousseau, de cette gestion de crise, dans cette gestion de crise, qu'est-ce qui a changé en vous? Ce qui a changé en moi, c'est sans doute d'abord de mesurer à quel point un collectif humain peut aller au-delà de ce qu'il savait lui-même qu'il pouvait faire. Tous les agents de l'ARS pris séparément ne savaient peut-être pas quelle était la force collective qui pouvait se dégager. Et puis il y a sans doute aussi un sujet plus global qui est de se rendre compte à quel point, et on l'a vécu dans la crise, mais on le vit, on le vivra à nouveau, notre équilibre, notre contrat démocratique est fragile quand on est face à autant d'incertitudes. Et que la seule manière de se sortir de ça, de préserver cela, c'est de dire, notamment quand on ne sait pas, de l'assumer et d'essayer d'embarquer les gens avec soi. Je pense que pendant la crise, ça n'a pas été toujours facile, mais que progressivement, ce qui a fonctionné, c'est pas d'infantilisation, pas de culpabilisation des gens, mais dire les choses en responsabilité. On va en parler. Quand vous prenez votre poste de directeur général de l'ARS Île-de-France, quels sont vos sujets d'étonnement? Qu'est-ce qui vous frappe en premier? C'était avant la crise du Covid. Hein? Oui, c'était à l'été 2018. Donc d'abord, je découvre, là aussi, c'est une agence de l'État avec 1200 personnes réparties à la fois au siège et dans les 8 délégations départementales. Donc je découvre ce sujet, je découvre les critiques aussi tout de suite qui sont adressées à cette structure parce qu'en fait les agences elles ont été créées à l'époque pour aussi maîtriser la dépense de santé, pour maîtriser les budgets des hôpitaux. Et donc elles sont, si je puis dire, taguées comme des structures technocratiques un peu froides. Et je découvre à quel point, par ailleurs, les élus et les citoyens, ce qui ne m'avait pas frappé à ce point-là, mettent la santé dans les toutes premières de leurs questions. L'accès à un médecin, le fait d'être bien soigné. Et peut-être que ce virage-là, politiquement, au sens le plus noble du terme, il avait été sous-estimé. Et encore aujourd'hui, malgré un contexte qui met au premier plan une autre question sociale, la santé reste la préoccupation majeure des Français. Et ça, je pense qu'on doit se jeter dans l'arène pour répondre à ces questions. Alors justement, vous parlez de questions sociales. Le territoire d'Île-de-France n'est pas homogène. On peut dire même qu'il y a de fortes inégalités sociales. Comment cela retentit sur la thématique de la santé? Ça retentit avec, on peut juste citer ce chiffre que j'évoque dans le livre La blessure et le rebond. C'est, si vous prenez la ligne B du RER, entre la partie qui va sur le plateau de Saclay, enfin au pied du plateau de Saclay qui dessert Polytechnique, et celle qui part au nord de la Seine-Saint-Denis, vous avez plusieurs années d'écart d'espérance de vie, presque une dizaine d'années, entre les populations qui vivent au sud et celles qui vivent au nord. Et cette espérance de vie, elle est directement déterminée par les inégalités de santé. Et les inégalités de santé, elles se superposent aux inégalités sociales tout court. On le savait avant la crise. Quand vous prenez par exemple la carte de l'obésité en Île-de-France, vous la superposez quasiment à l'îlot, pour prendre le terme géographique, sur la carte des inégalités sociales. Et donc, on savait que c'était un déterminant de santé majeur, et la crise a été comme une chambre d'écho encore plus puissante. Tout ça s'est multiplié, et effectivement, la carte des inégalités, de la surmortalité dans la crise Covid, elle se superpose là aussi à la carte des inégalités sociales. Ça, c'est très frappant. Moi, j'avais travaillé beaucoup sur les questions de métropole parisienne, donc je ne découvrais pas ce
concentré d'inégalités, mais c'est vrai quand on en vient à parler tout de suite de la vie et de la mort, c'est encore plus violent. C'est aussi ça, cette réalité qu'on lit dans les rapports, qu'on documente, qu'on explique dans des colloques, mais quand vous vous retrouvez un soir à visiter un service de réanimation pendant la crise Covid et que vous voyez qui sont les gens qui sont là et qui risquent de mourir, ça devient une blessure. Voilà. Et c'est d'où le titre du livre. On va en parler. Vous avez parlé de cet objet technocratique, l'Agence régionale de santé. Quel est le rôle précis de cette agence entre un niveau national qu'on appelle la tutelle et puis les acteurs de proximité opérationnels que sont les hôpitaux? Alors, en Île-de-France, c'est l'AP-HP et puis les établissements médico-sociaux qu'on va appeler les EHPAD pour faire court. Alors les agences, elles ont été créées à l'époque sur une intuition très forte et une construction politique de Roselyne Bachelot, qui était de dire qu'il fallait des outils qui mettent en œuvre des politiques de santé à l'échelle des territoires. Et parce que si on revient, alors ça paraît de l'archéologie, mais ça n'est pas si vieux que cela, on avait les DAS et les hôpitaux qui relevaient directement du ministère. Et Roselyne Bachelot, elle a deux convictions. D'abord, il faut adapter au territoire, donc il faut laisser de la marge de manœuvre. Donc on va créer une agence qui a un établissement public autonome. Et deuxièmement, il faut des structures qui gèrent tout le parcours de santé. C'est-à-dire on a à la fois le lien avec les libéraux, un lien avec l'assurance maladie, le lien avec les hôpitaux. En Île-de-France, c'est l'AP-HP, mais l'AP-HP, c'est que la moitié des hôpitaux de l'offre de soins hospitalière francilienne, c'est aussi des établissements privés. Puis on a les EHPAD, mais on a aussi tout le volet prévention, promotion de la santé, par exemple lutte contre l'habitat indigne. Et donc Bachelot considère qu'il faut prendre tout ça de front et avoir ce lien très fort. Donc c'est vrai qu'on résume souvent les agences à la tutelle financière, parce que par exemple c'est le directeur général de l'agence qui approuve les budgets des établissements de santé, qui va... Je crois que sur la RSI de France, c'est 8,5 milliards d'euros à gérer. Oui, voilà, c'est cela. Alors ces 8,5 milliards se décomposent dans des crédits d'intervention, par exemple pour financer une association de médecine communautaire qui, dans le quartier des Francs-Moisins à Pantin, va aller adapter ses pratiques médicales au public qui est là. Donc il y a ça d'un côté, puis de l'autre, il y a le financement de toute une partie de l'activité hospitalière, celle qui n'est pas financée par la fameuse tarification à l'activité. Donc oui, c'est une énorme machine. Et pour faire le lien entre vos deux questions, quand j'arrive à l'agence, le premier jour, ma question, quand vous prenez des responsabilités comme celle-ci, un peu comme quand vous vous installez dans ce bureau à Matignon, c'est de dire où sont les risques, quels sont les risques majeurs. Donc le risque d'une crise sanitaire, les équipes me le formulent très rapidement, et donc En 2018. Oui, en 2018, parce que on se dit sur quoi suis-je prêt, sur quoi suis-je moins prêt. Et donc en 2018, on relance un travail qui avait été déjà engagé évidemment par mes prédécesseurs, mais sur la planification, par exemple du risque épidémique, du risque bactériologique, etc. Donc je n'étais pas éloigné de ces sujets, mais personne ne pouvait mesurer l'ampleur et la durée de cette crise. Alors, dans votre ouvrage que je présente, donc c'est la blessure et le rebond dans la boîte noire de l'État face à la crise, aux éditions Odile Jacob. Dans cet ouvrage, en fait, vous insistez beaucoup sur le facteur humain, face peut-être à ces monstres froids que sont les structures technocratiques. Et dans cette analyse que vous faites, on voit que pendant cette crise et après, tout le monde a célébré les soignants, pas les administratifs. On a même assisté à une forme d'ARS bashing accentuée pendant l'élection présidentielle. Est-ce qu'avec votre livre, vous n'avez pas voulu un petit peu rééquilibrer la balance ?
Rééquilibrer, non, parce que je pense que les soignants qui ont été au contact des malades, quand il faut retourner un malade en réanimation, faire ce qu'ils appellent un décubitus ventral et voir des centaines de personnes mourir, personne ne peut se mettre à leur place. Et donc, il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas comme si on voulait récupérer une part de la lumière. Mais par contre, ce que j'ai voulu faire et dire, c'est que l'organisation de tout cela, ça n'est pas la main invisible qui tout d'un coup aurait fait que des hôpitaux franciliens qui avaient 1000 places en réanimation en temps normal ont pu accueillir 3000 malades en réanimation au pic de l'épidémie. Ça a été organisé lit par lit, respirateur par respirateur, pouce-seringue par pouce-seringue, dans des tableurs Excel qui faisaient des milliers et des milliers de lignes. Et ce que je voulais montrer, c'est qu'il n'y a pas d'un côté la compétence technocratique, de l'autre l'humanité, c'est des gens qui ont ces deux choses à la fois, et si on n'avait pas eu cette compétence technocratique-là, on n'aurait pas pu gérer la crise. Parce que, oui, savoir où sont, je reprends cet exemple, où sont les respirateurs, aller les chercher, organiser leur transfert, les faire correspondre avec les besoins et les capacités en personnel de tous les hôpitaux, organiser la coopération entre le public et le privé, c'est pas un truc qui se fait d'un claquement de doigts. Et donc, je voulais rendre cette justice-là. Et d'ailleurs, les soignants, pendant la crise, ce que tout le monde disait, on faisait tous les jours des conférences téléphoniques avec les 350 hôpitaux et cliniques d'Île-de-France, et il y avait toujours le directeur et puis le président de la commission médicale d'établissement et le directeur médical de crise de l'établissement qui étaient là. Ce qu'on a tous vécu, c'est une forme d'alignement. Et le fait que le récit habituel sur il y a d'un côté les technos et de l'autre les soignants, en fait on avait tous le même objectif, public, privé, médecine de ville, hôpital, ce qui ne voulait pas dire que tout était parfait. On s'est planté, on s'est engueulé, on a mis du temps à trouver certaines solutions, mais on était tous dans le même sens. Et je pense que c'est ça qui est ce qu'on a tous vécu comme quelque chose de précieux au milieu d'un tourbillon tragique par ailleurs. Alors justement, cette cohésion, cette cohérence, vous employez un mot qui est le mot de coalition. Même un langage un petit peu guerrier. Hein, d'ailleurs, le président de la République l'a repris dans ses annonces la semaine dernière. Que vouliez-vous dire en disant que l'ARS était garante des coalitions? Alors c'est drôle que vous me disiez que le mot est guerrier, parce que je n'y avais jamais pensé. Parce qu'en fait, le mot, il vient à l'origine de la santé publique et notamment de nos voisins québécois qui ont toujours un temps d'avance sur ces sujets-là. Et c'est les coalitions d'acteurs, c'est les regroupements d'acteurs, c'est de dire que pour faire de la santé publique, il faut aussi parler d'urbanisme, il faut aussi parler de circulation douce, etc. Et donc je n'avais pas, pour le coup, je ne pensais pas être dans le registre guerrier, mais vous avez raison de faire cette remarque. L'idée, au-delà de l'ARS, c'est que l'État, en France, on met beaucoup d'attentes derrière l'État. On attend de lui qu'il soit capable de faire face aux crises, qu'il soit notre dernier recours, notre dernier rempart. Et on a beaucoup de mal à dire, y compris dans les responsabilités politiques, que l'État ne peut pas tout faire. Il n'a pas toutes les ressources, et encore moins aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Et donc je voulais montrer que l'État ne peut pas tout, mais que ce n'est pas une formule désenchantée. Et je rajoute, l'État ne peut pas tout seul. Et donc l'État, à la fin, il y a des compétences qu'il a, qu'il est le seul à avoir. Il faut qu'il fasse appel ou qu'il organise la coopération avec d'autres acteurs, des associations, des collectivités locales, évidemment l'assurance maladie, même si on est dans le champ de la sphère publique. Et il n'est pas obligé de dire, on n'est pas obligé de dire, si ce n'est pas l'État qui le fait, ça veut dire que c'est un échec. Je prends un exemple, pendant la crise, il y a eu beaucoup d'initiatives individuelles pour créer des applications informatiques à partir des données publiques sur où sont situées les doses disponibles pour les vaccins, etc. Est-ce que c'était à l'État de le faire? Je n'en sais rien, peut-être oui, mais c'était en tout cas à l'État de vérifier que quelqu'un le faisait.
partir du moment où quelqu'un le faisait et qu'on l'aidait autant que possible, qu'on ne lui mettait pas de bâton dans les roues, je considère qu'on avait vérifié, qu'on avait été les garants. Quand à Clichy-sous-Bois, en mai 2020, on fait le premier Barnum, donc ces tentes pour faire des tests dans les quartiers les plus populaires pour ne pas passer à côté justement de ces inégalités sociales. La tente, elle est prêtée par le maire de Clichy. Les personnes qui font les prélèvements, c'est des personnels de l'AP-HP. Il n'y a pas d'hôpital de l'AP-HP à Clichy. Il y a le préfet qui est là parce qu'il faut un peu de sécurité autour. Il y a l'assurance maladie parce qu'il faut renseigner ça dans les systèmes d'information. Il y a l'ARS et il y a une association qui fait de la médiation, notamment de la médiation par la langue. Donc ben voilà, c'était ça une coalition, elle est très pacifique, vous voyez, une coalition en acte. Et à la fin, oui, c'est pas l'État qui est venu avec tout ça comme un commando en posant tout là. Notre job, c'était de vérifier que tout le monde se mettait en musique autour de ça. Et à des moments, c'est vrai, de rappeler des priorités qui là ne relèvent que de l'État ou qui relèvent en dernier ressort de l'État pour qu'il n'y ait pas d'inégalité dans le traitement et la réponse collective à la crise. Alors, vous dites cet épisode-là des Barnum à Clichy-sous-Bois, c'est mis en place de manière pacifique. Quand on vous lit, c'est aussi une partie de témoignage. J'ai envie de vous dire, à ce moment-là, on se demande si vous n'avez pas pété les plombs. Alors, je ne sais pas si j'ai pété les plombs. C'est vrai que, mais ça fait partie de cette idée de blessure, de morsure. On est après la première vague. La question hospitalière n'est pas derrière nous, mais on sait maintenant qu'on doit surveiller ce qui se passe. Et puis, tous les chiffres, depuis la mi-mars, montrent à quel point il y a eu une surmortalité dans les quartiers populaires. Et donc, je suis convaincu qu'il faut qu'on fasse de l'aller vers, qu'on aille dans ces territoires-là pour être sûr que l'épidémie ne reparte pas. On n'a jamais pensé qu'après la première vague, c'était terminé. Et les équipes, déjà épuisées par les 3 premiers mois, me proposent un schéma. Et je me rappelle très bien, on était un mercredi soir, j'étais chez moi, je me dis, bon, c'est bien, on commencera dans 15 jours, tout ça. Puis, je me dis, non, c'est pas possible, on ne peut pas attendre. Oui, parce que 15 jours, ça veut dire voilà, des morts en plus. Voilà, c'est peut-être un foyer, un cluster qui reprendrait, etc. Et c'est là où aussi le management est une vraie question, c'est-à-dire que des équipes crevées, des équipes qui sont remarquablement engagées, notamment à la direction de la santé publique, et je vais quand même leur dire, écoutez les amis, ce mercredi soir, en fait, il faut que ce soit après samedi. Il faut qu'on commence samedi, pour montrer et pour nous rôder, parce que ça va être long. Et là, je sens chez les uns et les autres qui m'ont beaucoup appris, hein. C'est eux qui m'ont, j'allais dire, tout appris sur la santé publique. Un coup de dire, en fait, mais quand même on avait un calendrier, c'était crédible, oui, mais on va faire plus vite. Et c'est là qu'il y a ce point d'équilibre entre la technocratie, puis aussi la volonté, puis la force politique, ce que les ministres, les premiers ministres, le président ont fait pendant la crise, de nous demander d'aller plus loin. Bien des fois, c'est moi qui ai été... comment dirais-je, qui me suis pris ce coup-là venant des autorités. On avait calé quelque chose et puis finalement, on va faire autrement. C'est rude, mais je pense que c'était indispensable. Voilà. Alors, Aurélien Rousseau, vous n'êtes pas né tombé dans le chaudron de la santé publique en naissant, comme Astérix. Vous êtes gentil parce que c'est Obélix qui est tombé dans un chaudron, Obélix, mais je prends la remarque. Bon, et donc en fait, vous êtes de formation historien. D'ailleurs, vous avez même débuté votre carrière comme professeur d'histoire-géographie à Bondy, chez Kylian Mbappé. Quand on est historien, moi j'ai l'image de quelqu'un qui étudie le temps long, les grandes inflexions, etc. Comment on fait quand on est formé comme ça pour passer à la gestion de l'immédiateté et de cette gestion de crise? D'abord, j'ai été prof d'histoire. Alors oui, ma formation et ma passion, c'est toujours l'histoire, mais historien, c'est un mot que je réserverai à mes collègues les plus brillants qui passent leur journée à cela. Mais c'est vrai qu'il y a cette dimension-là, du temps long. Après, évidemment, il y a la formation. Hein, l'ENA est aussi une formation pour la gestion de crise. Puis,
Avant l'ARS, j'avais été à Matignon, donc on apprend. Mais par ailleurs, il y a quelque chose qui est essentiel, je pense, que j'ai retrouvé, c'est de prendre le temps de faire appel aussi à d'autres éléments que simplement les éléments qu'on dit techno ou de l'immédiateté. Et par exemple, effectivement, quand en mars, vers le 16 ou le 17 mars 2020, on a les premiers chiffres de surmortalité, on a devant nous quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est que le département où il y a le plus de surmortalité, c'est la Seine-Saint-Denis, alors que c'est le département le plus jeune de la région. Or, ce sont les personnes âgées qui mouraient le plus du Covid. Et là, c'est vrai que avec Luc Ginaud, le directeur de la santé publique, on décide immédiatement de faire appel à d'autres ressorts. Donc on commande une étude à l'Observatoire régional de la santé. On va demander à Didier Fassin aussi de venir travailler sur ça. Donc les sciences sociales viennent éclairer et nous aider pour comprendre par où passent ces inégalités. Par exemple, ça peut paraître aujourd'hui une évidence, mais vous êtes chauffeur Uber, vous vivez en Seine-Saint-Denis, vous êtes sédentaire, puisque vous êtes dans la bagnole, peut-être en surpoids, vous toussez un peu. Ben, en fait, comme vous craignez de ne rien avoir comme ressource à la fin de la journée, ben, vous continuez à bosser, même si vous toussez, même au plus fort de la crise. Et puis en fait, c'est ces gens-là qu'on a retrouvés à J+7, en fait, ils avaient le Covid, et ils font des formes graves. Mais le sujet, pourquoi ne sont-ils pas allés plus tôt chez un médecin? D'abord parce que souvent ils n'ont pas de médecin traitant. Et donc ce sont des personnes qui souvent ont décompensé, au sens médical du terme, aux urgences, qui sont allées immédiatement en réanimation. C'est là que s'est jouée la surmortalité. Et ça, ce processus sociologique par exemple, de renoncement aux soins, il faut le décortiquer, le comprendre. Il n'est pas écrit dans les statistiques. Et puis derrière, il faut monter ce qui va bien. Pendant la vaccination, on a fait un jour, sur la place de la République à Paris, un stand de vaccination à destination en particulier de tous les livreurs à vélo, les chauffeurs Uber. On avait monté ça avec Deliveroo, avec Uber, pour les inviter à venir se faire vacciner en leur disant « ça va vous prendre 5 minutes ». Vous n'allez pas faire la queue, mais on savait aussi que c'était indispensable de le faire parce que c'était des publics à risque. Et c'est là que je refais le lien avec l'histoire, c'est que l'apport des sciences sociales est fondamental et on le néglige trop souvent, y compris dans toutes les fonctions publiques. Et puis l'histoire, c'est aussi beaucoup, moi je suis de formation médiéviste, c'est aussi beaucoup la rumeur. On dit les fake news, les réseaux sociaux, ça fait penser quand même aux grandes peurs et qu'on a pu connaître. Et là, c'est à la fois l'histoire qui éclaire le présent, mais c'est aussi le présent qui vous permet de mieux comprendre ce que vous avez lu ou écrit sur des phénomènes passés. Les phénomènes passés, ça aurait pu être la peste. Je crois que vous êtes un fan de Albert Camus, mais on va parler de l'histoire quelques secondes. Un historien, il est sensible aux charnières, aux dates, aux inflexions, aux basculements. Et dans votre ouvrage, vous parlez d'une date qui pour vous est marquante, c'est le 20 octobre 2020, lorsque est organisée la visite d'Emmanuel Macron à l'hôpital René Dubos de Pontoise. Alors, organiser une visite présidentielle, c'est tout un décorum, une organisation, etc. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Qu'a de particulier cet établissement-là à ce moment-là? Vous l'avez dit, on va laisser l'horloge marquer l'inflexion, exactement. René Dubos, c'est un hôpital qui est très important dans le Val d'Oise, qui a eu, vous vous rappelez peut-être, au début de la crise, c'est les Hauts-de-France qui sont touchés, les premiers clusters sont dans l'Oise, et donc on est à proximité immédiate. Donc c'est un hôpital qui est sur le pont depuis le début, et c'est un hôpital avec un infectiologue qui est président de la commission médicale d'établissement, et qui connaît bien les sujets des maladies infectieuses, et un hôpital où a été mis en place depuis longtemps un dialogue avec la médecine de ville. Et donc oui,
vous avez le matin un appel pour dire le président de la République veut faire une visite dans un hosto, faites-nous quelques propositions. Donc on appelle l'ARS. On appelle l'ARS, voilà, puis les lignes sont très directes, si je puis dire. Et là, je sais que d'habitude, je faisais, enfin avec les équipes, je dis un jeu qui n'est qu'un nous, quelques propositions, mais là, je tenais vraiment à ce que ce soit à Pontoise. Donc je ne fais remonter à l'Élysée qu'une proposition. Alors Pontoise, il faut quand même 45 minutes pour y aller, mais je savais que ce jouet-là, on était au début de la deuxième vague, quelque chose de particulier. Je me disais que j'aurais aimé que le président le voie. Et donc, par ailleurs, on fait un format très restreint où dans la salle, il n'y a que des soignants, le directeur de l'établissement aussi, et puis le président, le DG de l'ARS. Il n'y a pas de presse, et la discussion va se nouer notamment autour des progrès qui ont été faits entre la première et la deuxième vague. Notamment, par exemple, le fait de prescrire de l'oxygénothérapie à domicile, le fait de mettre les patients sous optiflow, c'est-à-dire sous oxygène à haut débit avant de les intuber. Et c'était quelque chose qui faisait partie d'une... il n'y avait pas de protocole, il n'y avait pas de bonne pratique qui avait été écrite à cette étape-là, mais l'hôpital, avec la médecine de ville, on avait fait quelques jours avant une immense visio avec un millier de médecins libéraux, avec l'équipe de l'hôpital qui pouvait décrire les premiers symptômes de gravité du Covid, etc. On n'aurait pas pu le faire quelques mois avant pour la première vague, tout simplement parce qu'on n'avait pas l'information. Et ça fait partie des choses où, quand je dis on a mieux pris en charge pour la deuxième vague, ça ne veut pas dire qu'on a fait une faute lors de la première, c'est juste que les informations ont changé. Et le président noircissait, je dis dans le bouquin bleuissait plutôt, parce qu'il écrivait au stylo bleu des papiers parce que pour pas parler trivialement, la mayonnaise avait pris et il discutait très librement et c'était extrêmement précieux. Dans ces cas-là, vous vous taisez, vous regardez comment ça se joue et après ça, c'est des moments où ensuite le président, dans les conseils de défense, moi sanitaire, je n'y participais pas, mais disait mais regardez ce qui a été fait, développer les protocoles entre la ville et l'hôpital. Et encore une fois, ce sont des choses, je ne prétends pas du tout que l'ARS Île-de-France, a fortiori moi, aurions inventé quelque chose. On était en dialogue permanent avec le ministère, tous les jours, plusieurs fois par jour, avec le directeur de cabinet du ministre, avec le ministre, tous les soirs avec les DG d'ARS en conf-call. Mais c'est vrai que comme on était la région la plus touchée la première, on était obligé d'essuyer les plâtres. Et donc, j'ai trouvé que ce jour-là était important. Et si j'ai voulu le raconter dans La blessure et le rebond, c'est que on a le sentiment que les visites présidentielles ou des ministres, c'est juste pour mettre en scène. Et en fait, non. Il y a quand même des choses qui se disent, il y a des échanges qui se nouent, il y a des réflexes qui se découvrent. Et donc, ça a de la valeur pour le collectif, là aussi. En parlant de cet établissement, vous avez parlé d'un endroit où la coopération ville-hôpital était plutôt bien engagée. C'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Amélie Verdier, qui vous succède à l'ARS Île-de-France, est assez d'accord avec vous pour dire qu'une conséquence forte de cette crise du Covid, c'est que les cloisons tombent entre ces différents segments de l'offre de santé. Est-ce que c'est cette solidarité liée à la crise qui a fait tomber ces frontières, ces murs? Je le pense en grande partie, mais dans le même temps, là aussi, le diagnostic, il avait été posé, les intentions, elles étaient claires. Le président de la République, le 16 septembre 2018, fait un discours pour présenter le plan Ma Santé 2022, dans lequel c'est dit extrêmement explicitement. Mais c'est vrai que la crise nous oblige à aller plus vite, ça cristallise et ça nous oblige à passer des bonnes intentions aux actes. Et donc des cloisons tombent, et effectivement, et Amélie vraiment Verdier qui poursuit d'arrache-pied ce combat, parce que c'est du pied à pied, parce que les cloisons, l'habitude c'est que c'est confortable de les remonter. Donc pour qu'elles ne se remontent pas, c'est vrai entre la ville et l'hôpital, c'est vrai entre les établissements publics et les établissements privés, et on doit toujours lutter pour maintenir cet engagement collectif, et a fortiori dans une période où la démographie médicale
étant ce qu'elle est, et sachant que ça va durer quelques années encore, le seul moyen de s'en sortir, c'est la coopération entre tous les acteurs. Aurélien Rousseau, j'aimerais qu'on rentre dans cette fameuse boîte noire de la gestion de crise de l'État. Et à ce titre-là, en fait, quand survient la crise, pendant la pandémie, deux mots MOTS, résument le sentiment général: la peur et la crise. Est-ce que finalement, ces deux mots-là ne sont pas le reflet général de notre époque? Sans doute, en tout cas sur le deuxième, c'est certain aujourd'hui que si l'on regarde les 3 derniers présidents de la République, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron, ils ont dû faire face à des crises imprévues, que ce soit la crise financière de 2008, que ce soit les attentats terroristes ou la crise financière avec la Grèce, ou évidemment, pour le président de la République, par exemple, le Covid. Donc la crise est un marqueur de nos sociétés. Alors c'est un peu idiot de le dire ainsi, mais de la mondialisation concrète, ce qui s'est passé sur un marché à Wuhan a une conséquence directe sur nos vies quotidiennes partout en France et partout dans le monde. Et face à la crise, qui signifie l'incertitude, l'inconnu, le premier réflexe, c'est la peur. Et donc moi, ce qui m'a intéressé, ce que j'essaie de creuser à la fois dans le bouquin, mais aussi dans ma vie professionnelle, c'est cette charnière. C'est comment la crise, qui est une donnée de base, ne rend pas l'État impuissant à gérer le quotidien d'une part, et comment ça ne crée pas nécessairement de la peur, et donc comment on fait pour formuler les éléments d'incertitude dans un contrat dans lequel on dit les autorités publiques, quelles qu'elles soient, et évidemment les autorités politiques au premier chef, ne sont pas là forcément sont pas forcément en capacité de donner des réponses définitives, mais elles sont capables de partager avec des citoyens éclairés le fait qu'il y a de l'incertitude et voilà comment on la traite. Voilà les alternatives face auxquelles on est, voilà pourquoi on fait tel ou tel choix, et si on s'aperçoit que ça n'était pas le bon choix, on reviendra en arrière, et ça ne veut pas dire, je reprends cette expression, que l'erreur, ça ne veut pas dire que l'erreur est une faute, et ça, a fortiori moins, ça ne veut pas dire non plus que la faute est une faute pénale, et ça ne veut même pas dire que le tâtonnement est une erreur. On doit tâtonner, et c'est aussi un parallèle avec ce que font tous les jours les médecins face à une pathologie qu'ils ne connaissent pas. Alors il y a un troisième mot, c'est la notion de transparence. Parce que tout ce que vous racontez aujourd'hui avec le recul, là, en fait, vous le vivez, vous l'incarnez devant les projecteurs, notamment des médias, etc. Et ce sont des circonstances dans lesquelles, en tant que décideur public, vous êtes amené à dire « je ne sais pas ». Pouvez-vous nous expliquer à quel point c'est déstabilisant de dire devant les médias « je ne sais pas ». C'est déstabilisant en soi de ne pas savoir quand on est dans un tourbillon comme celui-ci, donc on veut savoir, et c'est vrai à tous les étages, et je pense en effet du coup que la question c'était, quand vous êtes sur un plateau télé, et je donne mon témoignage, mais Olivier Véran dans son livre l'explique aussi, c'est extrêmement déstabilisant. Et on a tous en tête des moments où des ministres, des hauts fonctionnaires sont bousculés parce qu'ils ne savent pas répondre à une question. Et c'est Édouard Philippe qui, dans une conférence de presse, dans ses conférences de presse du jeudi soir, je ne sais pas si on se rappelle, c'est rituel, il y avait 16, 17 millions de téléspectateurs, dit je ne sais pas, le président de la République le dira aussi, et on vous dira quand on saura. Et moi, c'est vrai qu'à mon échelle plus modeste, la première fois que je suis invité, alors je ne le cite pas, mais on le retrouve chez Jean-Jacques Bourdin, où il me pose une question et que je réponds « je ne sais pas », il faut prendre son souffle, parce qu'on sait que derrière, il va venir vous titiller pour essayer de savoir si vous ne savez pas parce que vous êtes nul et que vous n'avez pas assez travaillé. Et moi, j'ai essayé d'expliquer que
ça n'est pas que je ne savais pas parce que j'étais nul, c'est toujours une possibilité, et ça aurait pu être le cas, mais parce que, à la date où on se parlait, un phénomène n'était pas expliqué. Et plutôt que de dire quelque chose, je préférais dire je ne sais pas, pour maintenir ce lien de confiance, parce que je savais que une semaine, 10 jours après, la même question me serait posée, et si j'étais amené à amener une réponse différente, on me dirait mais vous nous avez menti. Et ça, c'est le poison le plus délétère. Et on voit d'ailleurs qu'y compris quelquefois où on a dit des choses fausses, mais parce qu'on les croyait justes au moment où on les disait, ça continue à être quelque chose qui traverse ce regard sur la crise. Et donc oui, dire je ne sais pas, quand on est en responsabilité, il y a une espèce de contradiction un peu ontologique entre l'autorité, et j'allais dire a fortiori évidemment pour le président et le Premier ministre, les ministres qui étaient au premier plan, et pour les gens qui étaient en train d'exécuter leurs décisions comme moi, il y a une espèce de contradiction entre cette verticalité et une forme d'horizontalité consistant à dire je ne sais pas, on y travaille et on vous dira quand on saura. Je ne sais pas. D'une certaine manière, vous aviez eu un round d'entraînement sur ce thème-là, avec la situation créée par l'incendie de Notre-Dame et les incertitudes sur le plomb qui circulait dans l'air. Comment fait-on pour gérer cette incertitude et cette inquiétude légitime des citoyens dans ces cas-là? Alors peut-être nous rappeler un petit peu les circonstances. L'incendie de Notre-Dame, donc tous les Français, même je pense le monde entier en tête, les flammes, etc. Moi je revenais d'une réunion publique sur le grand débat en matière de santé, donc je rentre avec mon chauffeur le long des quais et il me dit oh là là, la fumée est jaune, il doit y avoir du plomb. Et j'appelle immédiatement l'agence en disant parce que je n'avais pas du tout. Je m'étais dit, tiens, il y a l'hôtel-Dieu à côté, on avait vérifié que l'hôtel-Dieu, est-ce qu'il fallait l'évacuer, etc. Mais c'était tout. Et puis j'appelle l'agence en disant, il doit y avoir du plomb. Je le dis avec toute la gravité nécessaire. Et il me dit, oui, vous êtes bien gentil, on a activé la cellule de crise parce qu'en effet, il doit y avoir du plomb. Et donc, on a à partir de là cette question, que s'est-il passé? Où est passé ce plomb? La première réponse, le soir même, c'est à cette température-là, cette température qui a fait s'effondrer la flèche et une bonne partie de la toiture de la cathédrale, le plomb est sublimé, et donc pas de plomb. Malgré cette affirmation scientifique qui, sur le papier, était juste, avec le préfet de police, nous décidons de commencer dès le lendemain des mesures de plomb pour aller vérifier dans l'air, et puis au sol, et puis dans les bâtiments alentours, est-ce qu'il y a du plomb. Bon, il y a du plomb massivement dans les maisons autour. Bon, mais ça, on a des référentiels. On sait qu'il ne faut pas plus de X. Alors maintenant, j'ai oublié les chiffres. Et donc, il faut nettoyer avec un linge humide. Ça paraît d'ailleurs ridicule quand je dis ça à la radio, un linge humide. Alors, on se fiche de moi en disant, mais c'est vraiment très, très puissant comme conseil. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a du plomb au sol, sur l'espace public. Et là, alors qu'on est en France, mystère, il n'y a aucune règle, aucune norme de référence pour dire du plomb au sol, c'est dangereux ou pas. Et puis par ailleurs, comme on n'a aucune mesure qui avait été faite avant, on ne sait pas si ce plomb-là, c'est du plomb de Notre-Dame, ou si c'est du plomb qui aurait été là parce que pendant des dizaines et des dizaines d'années, les véhicules étaient au plomb, parce que voilà. Et là, c'est sur l'esplanade. Sur l'esplanade, oui. Mais même autour. Donc. Et puis, il y a des différentiels quand on fait les prélèvements, 1 mètre d'intervalle, ça peut être x10. Donc, les équipes n'arrivent pas à modéliser et à comprendre ce qui s'est passé. Et donc, il y a une réunion publique assez vite, je crois, une semaine après l'incendie, à la mairie du 4e. Les équipes présentent ces premiers résultats et elles se font vraiment secouées parce que les gens disent mais en fait qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux, et on ne sait pas. Et donc là je prends une décision qui s'avère être une erreur, une vraie erreur. Je dis on va continuer à prélever, mais on ne va plus évoquer ces résultats tant qu'on ne les comprendra pas.
De donner les chiffres. De donner les chiffres, parce qu'en fait, on donne des chiffres, mais les gens nous disent, ben, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Et nous, on dit, on ne sait pas dire ce que ça veut dire. Et donc, pendant des jours, peut-être des semaines, nous prélevons des milliers, donc on continue à prélever, il n'y a pas de déni, pour essayer, parce que plus on aura de données, plus peut-être un modèle permettra à traquer comment s'est diffusé le nuage, etc. Et Mediapart, pour ne pas les citer, apprend que nous faisons ces prélèvements, qui ne sont pas cachés, puisque c'est des personnels, notamment du laboratoire central de la préfecture de police qui les fait, et sort un article en disant ils ont des milliers de résultats et ils ne les donnent pas. Et ils ne les donnent pas parce que le président de la République veut la reconstruction de Notre-Dame très vite, et donc il cache une catastrophe sanitaire. Et à partir de là, le poison de la suspicion s'est instillé. Et pourquoi je dis que c'est une erreur que j'ai faite? Parce que, en fait, j'aurais dû, à ce moment-là, assumer de dire « je ne sais pas », et on cherche, et on continue à chercher. Et on vous donne les chiffres quand même. Et on vous donne les chiffres, mais vous verrez. Il est vrai que vous aviez des chiffres à 100, et puis des chiffres à 20 000. Donc 20 000, vous vous dites c'est grave. En même temps, 20 000 au sol, est-ce que c'est grave? On fait des recherches, y compris dans la bibliographie internationale, pour savoir est-ce qu'il y a d'autres pays où on ne trouve pas, et puis finalement on trouve une étude du ministère de la Culture qui avait fait des prélèvements au sol, mais selon quelle méthode, on ne sait pas très bien. Voilà, donc on comprend aussi que les motifs de cette présence de plomb au sol dans Paris sont très divers, notamment sur les façades haussmanniennes, quand vous refaites les toitures, il y a du plomb qui tombe sur les monuments historiques. Et donc on se dit, le sujet du plomb est un sujet plus global, mais la partie Notre-Dame est très faible, et donc on fait des prélèvements, y compris des prises de sang, pour vérifier que les gens n'aient pas des taux qui là seraient graves. Et il n'y en a aucun, il n'y a eu aucune surmortalité liée au plomb, etc. Mais jusqu'à présent, sans doute, l'idée qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et qu'on aurait été dans le déni un peu à la Tchernobyl reste, alors même que dès le soir même, dès la nuit même, on a commencé à prélever pour être sûr qu'il n'y avait rien de grave. Voilà. Et qu'on a fait, notamment dans les écoles, etc., des choses qu'on n'avait jamais faites pour protéger au cas où. Et donc deux choses, moi je sors de cet épisode de Notre-Dame qui me vaut ma première enquête parlementaire, etc., avec deux convictions. La première, c'est que la prochaine fois que j'aurai quelque chose que je ne comprends pas, j'expliquerai qu'on ne le comprend pas, mais qu'on cherche. Et le deuxième élément, c'est de se dire le principe de précaution, en soi, c'est pas hyper facile à manier, parce que qu'est-ce que ça veut dire, principe de précaution dans ce cas-là? Aurait-il fallu fermer toutes les écoles de Paris? Aurait-il fallu évacuer les arrondissements centraux de Paris? Et jusqu'à présent, je vivais avec ce fait que s'il y avait une crise, principe de précaution, puis on verrait après. Et je ne dis pas que j'en avais fait une grande théorie, mais j'avais ces deux petites alertes. C'est pourquoi quand le Covid arrive, immédiatement, je me dis, transparence, le mot est rebattu, je me dis, transparence, on va dire absolument tout ce qu'on fait. Voilà. Et donc je pars avec cette erreur, et je pense que si je n'avais pas fait cette erreur sur Notre-Dame, je l'aurais faite sur le Covid, peut-être, et ça aurait été, au fond, beaucoup plus grave. Donc, comme quoi, l'erreur passée, dès lors qu'on en tire les conséquences, est positive, entre guillemets. Alors justement, dans ces erreurs positives, il y a, pendant cette gestion du Covid, le fait de changer de stratégie en cours de route. Parfois, adopter une stratégie, puis se rendre compte qu'elle ne colle pas à la réalité du moment. Ce n'est pas forcément la pertinence, mais c'est la réalité du moment. C'est l'expérience que vous faites avec la présidence sur les modalités de la vaccination. Je crois qu'il y a eu un débat, un moment, entre les fameux vaccinodromes et puis une stratégie plus progressive et ciblée, comme vous le disiez, sur les quartiers prioritaires. Comment, et là je crois qu'il y a une tête à queue, en tout cas de la présidence, comment avez-vous vécu ce retournement radical de stratégie à un moment clé de la gestion de crise?
c'est vrai que tout au long de la crise, dans les critiques qui ont été formulées, on a entendu l'État n'a pas de stratégie ou l'État navigue à vue. Je le dis, moi je pense que dans la crise, naviguer à vue, c'est déjà une compétence stratégique parce qu'il faut s'adapter aux événements. Et c'est vrai que si on m'avait demandé en décembre 2020 quel est le seul sujet sur lequel on a un peu construit une stratégie, j'aurais dit la vaccination. La vaccination, il y a eu une saisine de la Haute Autorité de Santé, il y a eu même un débat au Parlement sur la stratégie vaccinale. Les documents étaient disponibles et on arrête une stratégie qui consiste à dire on va d'abord en janvier 2021, quand le vaccin arrivera, vacciner dans les EHPAD parce que ce sont les personnes les plus fragiles. Donc on organise des flux pour aller vacciner dans les EHPAD, etc. C'est déjà un boulot énorme. Et puis progressivement, on va étendre et tirant les conséquences de la crise de H1N1, on dit quand on aura par ailleurs un vaccin qui pourra être utilisé par les médecins de ville, c'est eux qui prendront le relais pour vacciner massivement. Et le deuxième élément, c'est qu'à l'époque, toutes les enquêtes d'opinion, qu'on ne fait pas pour la gloire, mais pour savoir dans quel état est l'opinion, nous montrent que les Français sont sceptiques, voire très sceptiques sur les nouveaux vaccins à ARN, le fameux vaccin Pfizer notamment. Donc la stratégie, elle est posée, elle est connue. Moi, dans plusieurs conférences téléphoniques avec tous les élus d'Île-de-France, je dis ça va donc démarrer lentement, et puis progressivement on ira, et puis on montera d'ailleurs pas forcément des vaccinodromes, mais des endroits dans lesquels, au-delà des médecins de ville, c'est des personnes qui n'ont pas de médecin dans les quartiers populaires, on montera des dispositifs d'aller vers pour cela. Et c'est là que le personnel et le professionnel se mélangent. On part avec ma femme qui était à l'époque ici à Matignon, responsable du pôle santé solidarité qui s'occupait donc de ce sujet. On prend 2 jours de congé après une année blanche et on part plutôt non pas serein, mais on avait fait la vaccination de Morissette, donc le 27 décembre 2020. La campagne était lancée. On vaccinait le même jour que les Allemands, les Anglais, etc. Et donc, je ne dis pas, encore une fois, que on n'était pas tranquille ni autosatisfait, mais on se dit, la machine est lancée, et on savait que ça démarrerait doucement. Et en fait, ça démarre effectivement doucement, mais nos voisins européens, eux, démarrent très fort, et ça crée extrêmement rapidement, en quelques heures, un delta de niveau de vaccination qui crée, par ailleurs, chez les Français, qui balaye les doutes sur le vaccin ARN et qui crée une attente extrêmement forte, sachant par ailleurs que nous avions des stocks de vaccins ARN, puisque on commençait par les EHPAD, donc qui sont des flux compliqués à organiser, mais pas massifs en nombre. Mais quand même, les personnes âgées avaient payé de très très loin le plus lourd tribut au Covid. Et donc, effectivement, le président de la République et les autorités, et c'était leur rôle, décident de changer de stratégie. Donc, on va faire autrement. En quelques jours, en quelques heures, parce qu'on voit bien que les Français ne vont pas comprendre, ne vont pas accepter ce dispositif. Alors là, c'est vraiment un coup sur la tête, parce que on avait tout préparé, bon voilà, donc, mais on voit bien aussi que ça va être intenable. Et donc on monte par ailleurs en quelques jours, à partir du moment où l'instruction nous en est donnée, des centres de vaccination avec les collectivités. Mais le fait de créer ces centres de vaccination, alors même qu'on n'a pas non plus des centaines de milliers de doses de vaccins, va créer une attente, des files d'attente, etc. Mais on le fait en quelques jours. Et du reste, dans un clin d'œil avec le maire de Poissy et le préfet des Yvelines, on ouvre un centre à Poissy qui s'appelle Chez Morissette pour faire écho à la première vaccination. Et le dispositif fonctionne avec la médecine de ville, etc. Mais on doit inventer un dispositif de prise de rendez-vous, de répartition des doses, etc. On le fait, mais on le fait au fil de l'eau, parce que ça n'était pas ça la stratégie. Et c'est pour ça que quand, dans des crises, on dit l'État doit rester stratège, de temps en temps, non pas j'en souris, mais je me dis,
quelquefois les stratégies, elles se fracassent sur le réel. Et puis au final, on rattrape dans la durée nos voisins et on a des rythmes de vaccination qui vont être très impressionnants avec ces vaccinodromes comme vous le disiez. Et à la fin, très peu des vaccinations auront été faites chez la médecine, dans les cabinets de médecine de ville, alors même que si vous lisez le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur H1N1, une des principales critiques, c'est de dire bon, la prochaine fois qu'il y aura ça, on ne fera pas de vaccinodrome, on passera par la médecine de ville. Comme quoi, on peut, et je dis la commission d'enquête parlementaire, mais ça c'était l'opinion générale. Public, bien sûr. Voilà, et c'est ça qui est, d'une certaine manière, si on prend un peu de recul, très, très intéressant, et qui montre qu'on doit savoir s'adapter et qu'on ne peut pas se réfugier dans la stratégie. Et alors, dans la conception de ces stratégies, dans leur application, en tant que directeur général de l'ARS, une des figures classiques, c'est parfois la difficulté à travailler ou à s'articuler avec le préfet. C'est ce binôme-là qui gère soit la région, soit le département. Ça dépend souvent des personnalités. Alors, bon, vous, comme vous aviez été directeur de cabinet auprès du maire Bertrand Delanoë, vous aviez une pratique de ces relations. Mais comment s'est jouée cette partition à double tête ? Alors, je peux paraître un peu le ravi de la crèche ou naïf, mais en tout cas, moi, je l'ai toujours très bien vécu. Mais là encore, elle s'est bien passée pour des raisons qui sont explicables. D'abord, il y avait eu Notre-Dame. Et avec la préfecture de police, avec la préfecture de région, avec Didier Lallemand et Michel Cadot, qui était préfet de région à l'époque de Notre-Dame, avant que Marc Guillaume ne le remplace, on avait appris à travailler ensemble. On se connaissait. Moi, j'étais ici à Matignon quand Michel Cadot était préfet de police pendant les attentats. Marc Guillaume était secrétaire général du gouvernement quand j'étais ici. Donc, il y avait de la relation interpersonnelle. Et par ailleurs, je pense que, d'une certaine manière, et c'est un paradoxe, comme nous avons été très fortement touchés, comme je le disais tout à l'heure, les premiers touchés, on n'a pas eu d'effet un peu drôle de guerre, comme il y a eu dans beaucoup de régions françaises où il y avait le confinement, il y avait la fermeture de beaucoup de cabinets médicaux, mais le Covid n'est jamais arrivé. Pour de vrai, en Bretagne, il y a eu très peu de cas de Covid. Et cet effet drôle de guerre a eu un effet délétère, parce que les préfets, à juste titre, demandaient des informations aux ARS, les ARS n'en ayant pas. Là, il est vrai que moi j'avais pris la décision, mais là encore, hein, les instructions, c'est pas juste un éclair de génie personnel, mais l'application aussi des instructions, mais application résolue. J'avais pris cette décision de communiquer au préfet toutes les informations dont nous disposions. Mais en même temps, il était très clair que l'ARS avait ses prérogatives de gestion d'une crise qui était essentiellement une crise sanitaire. Et donc on avait avec les préfets, je pense notamment à la période de la vaccination, des échanges plusieurs fois par semaine. À chacun d'eux, je disais voilà combien j'ai de doses, combien on va en donner, combien on ouvre. Et la relation a été, pour moi, particulièrement fluide. Mais peut-être, c'est d'ailleurs intéressant de le raconter ici dans ce bureau, c'est que au tout début de la crise, le directeur de cabinet du Premier ministre, Édouard Philippe, donc Benoît Ribadeau-Dumas, nous avait fait venir le préfet de police, le préfet de région et moi dans ce bureau pour nous expliquer que on devrait tout faire à trois et que le premier qui se plaindrait des autres serait viré. Donc on avait aussi compris... Ça mettait la pression. Ça mettait la pression, mais sur des personnes qui par ailleurs se connaissaient. Donc, et puis même si on se connaissait moins, on a appris à se connaître et on a eu aussi cette solidarité dans des moments difficiles. Donc après, je pense que c'est un combat toujours devant nous, parce qu'en fait, les ARS avaient des informations et dans l'État comme ailleurs, celui qui a une information, le fait de détenir une information est une forme de pouvoir. Donc ouvrir la boîte noire, justement, c'est toujours prendre un risque. Mais je crois que les choses se sont progressivement mises en place. On parlait préfet, on pourrait dire la même chose avec les élus. Dès lors qu'est accepté le fait,
que tout le monde n'a pas la même mission. Et moi, effectivement, j'ai assumé à des moments de dire que, à la fin, c'est l'ARS qui déciderait du nombre de doses qu'on allouait au département en fonction de critères de santé publique. Et que ce n'était pas ni des enjeux politiques, ni des enjeux d'équilibre généraux, mais c'était la santé publique qui dicterait cet élément-là. On sait très bien que la vaccination en Seine-Saint-Denis, sur toutes les pathologies, elle est dans les derniers départements de France, parce que la vaccination, ce n'est pas un acte anodin, parce qu'il faut expliquer, parce qu'il faut de la médiation. Et donc, j'avais pris la décision de mettre plus de doses que le simple prorata populationnel en Seine-Saint-Denis, pour être sûr de ne pas être dans les derniers départements de France en termes de vaccination. Et bien ça, c'était ma responsabilité, qu'on partageait avec le préfet de région et évidemment le préfet du département de la Seine-Saint-Denis ou le préfet de police, mais il fallait l'assumer et nous l'avons collectivement assumé. Alors, ces articulations fluides et efficaces, il y en a une autre avec évidemment Martin Hirsch et la PHP. Il y a aussi un autre axe de travail avec le conseil scientifique du professeur Delfrécy. L'ARS Île-de-France étant, on va dire, parfois en tête de pont ou en tout cas en avance en termes de pandémie. Ce que vous avez évoqué, c'est beaucoup cette histoire de blessure. Vous parlez dans votre ouvrage également du rebond. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation qui semble plus favorable. De ce que vous avez observé de cette crise, de vos réflexions sur le management du secteur de la santé que vous aviez eu auparavant, vous tirez quelques pistes pour un rebond de notre système de santé. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à garder en tête pour pérenniser notre système? Alors c'est difficile de le dire en quelques mots, peut-être plusieurs choses. Avec Martin Hirsch, qui était directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qui est donc le principal, évidemment, centre hospitalier de la région, et qui représente la moitié de l'hospitalisation de la région, on était 10 fois par jour au téléphone ensemble, parce que tout devait se faire de manière coordonnée. On garde de cela un lien extrêmement fort. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours été d'accord, mais la personne avec laquelle vous avez été au téléphone dans la nuit du 30 au 31 mars pour trouver des respirateurs, et quelquefois avec une émotion qui nous débordait, en fait, c'est au-delà des relations professionnelles. Et Martin a mobilisé très vite toute la PHP au service de politique de santé publique, que ce soit dans les dispositifs numériques de suivi des patients Covid, Covidom, donc on suivait, les personnes pouvaient être par texto, on leur disait donnez-nous, connectez-vous à l'application, donnez-nous votre température, surveillez-vous, etc. Ou que ce soit dans ces opérations de dépistage ou de vaccination. Et je pense que ça, c'est un des principaux acquis de la crise. Celui de dire que l'hôpital a une responsabilité qui va au-delà de ses murs, notamment en termes de santé publique, de la même manière que les hôpitaux ont été remarquables dans l'appui aux EHPAD. Il y a ce qu'on appelle des filières gériatriques, il y en a 29 je crois en Île-de-France, peut-être que je me trompe sur le chiffre de quelques unités, qui sont théoriquement le lien entre les hôpitaux et puis les structures médico-sociales. Bon, elles étaient plus ou moins développées. La crise leur a donné un coup de boost. Donc c'est sur ces éléments-là qu'il faut qu'il y ait un effet de cliquet. Et puis dans la blessure et le rebond, j'insiste, c'est vrai, beaucoup sur la question de la santé publique. Je pense que la prévention, la promotion de la santé, la prise en compte des éléments d'inégalité sociale, des déterminants de santé est quelque chose d'essentiel aujourd'hui, parce que c'est toujours difficile à formuler, parce que ça paraît presque simpliste, ou ça paraît une manière de dérouter le sujet, mais aujourd'hui, en France, on soigne bien, mais on prévient très mal les maladies. Et toute une partie des gens qui sont dans les hôpitaux ou chez les médecins pourraient être
pourraient avoir des comportements, pourraient être prises en charge différemment pour éviter cela. Et donc, cette culture de la prévention, elle est faible. Le ministre François Braun a annoncé des mesures, pour le coup, très fortes sur ce volet-là. Et je pense, moi, que c'est le rebond principal. Il faut qu'on comprenne que prévenir l'obésité, c'est prévenir des pathologies plus graves. Et prévenir l'obésité que j'ai citée au début de notre entretien, c'est vraiment pour moi un symbole. C'est une maladie qui est beaucoup liée à la pauvreté. Et c'est une affection qui fait souvent que d'autres pathologies prennent des proportions beaucoup plus grandes. Et il se trouve que sur le virus du Covid, c'était particulièrement le cas. Alors dans votre ouvrage, il y a des moments qui sont amusants, presque comiques. Sous l'effet de la tension, en fait, le décideur public est parfois submergé par la fatigue. Vous suiviez ces indicateurs de progression de la pandémie, de progression de la vaccination. Je ne sais pas si sur votre téléphone portable vous aviez des graphiques, mais je crois que vous finissez par vous endormir sur vos indicateurs. Et je crois qu'une nuit, je crois que le président communique pas mal la nuit, vous faites un texto à Emmanuel Macron qui est un petit peu cocasse. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous lui racontez ? On est dans ces nuits les plus dures et les plus tragiques de la toute fin mars 2020. Moi, par ailleurs, notre fils vient de naître il y a quelques jours et donc je dors dans le lit d'une de mes filles qui est ce soir-là chez sa maman, donc dans un lit d'enfant. Donc déjà la scène en elle-même, et on se parle avec Martin Hirsch notamment de trouver des respirateurs, et puis vers 2h30 du matin, comme régulièrement, sans prétendre que ce soit voilà, tous les jours, puisque c'est évidemment au premier chef le ministre de la Santé, son cabinet que j'avais, mais le président de la République prend des nouvelles en disant comment ça se passe, comment tu le sens, quels sont les besoins, et je lui réponds, comme ça m'arrivait régulièrement. Bon. Et le matin, je me réveille dans ce lit d'enfant et je regarde mon téléphone portable et je regarde la réponse que j'ai faite au président, et je constate que je commence en disant: Monsieur le Président, voilà, les indicateurs, on est à tant de lits occupés, on pense que le pic sera dans tant de jours, et puis au bout de quelques mots, le texto continue avec des points-virgules, des parenthèses, des têtes de mort et des dollars. Je me suis effectivement endormi en répondant, et j'ai quand même envoyé, le texto est quand même parti. Et donc le matin, évidemment, quand je vois ça, au-delà de la crise et tout ça, je me sens vraiment complètement abruti, et donc j'ai honte, etc. Je lui mets du coup un texto: non, je suis désolé, pas la peine de raconter d'histoire, j'ai dû m'endormir. Non, il me répond gentiment avec un smiley: non, j'ai tout compris, surtout de la fin du message. Voilà, donc oui, c'est aussi ce genre d'épisode qui... Mais j'étais d'abord glacé de honte, hein, je le raconte aujourd'hui avec distance, mais j'étais glacé de honte. Bon, voilà, comme quoi les petites histoires se mêlent aux grandes histoires, de la même manière que on était à la maternité pour la naissance de notre fils quand on a lancé l'application Renfort Covid, et donc je fais un duplex avec Laurent Delahousse dans son journal télévisé depuis le hall de la maternité. C'était des choses que je ne pensais pas vivre dans ma vie. Voilà. Alors, des choses que vous ne pensiez peut-être pas vivre dans votre vie, c'est dans votre parcours personnel, vous avez été marqué par un long passage en réanimation. C'était à cause d'un syndrome de Guillain-Barré, c'est une maladie neurologique. À l'époque où vous étiez étudiant à l'ENA, vous avez tiré de cet épisode un témoignage qui s'appelle Boucle d'or, publié en 2016. Lors de cette crise de l'ARS, de la gestion de la pandémie, vous dites que vous avez une sorte de remontée de cette mélasse,
des syndromes. Que s'est-il passé? Comment avez-vous vécu cela? La réanimation, c'est un lieu à part, hein. C'est un lieu où on est, comme son nom l'indique, un peu sur le fil entre la vie et la mort. Et c'est un lieu qui est marqué notamment par les bruits. Enfin, moi, évidemment la douleur, la souffrance, mais les bruits de tous les matériels qui vous maintiennent en vie ou qui vous ramènent à la vie. Et moi, c'est vrai qu'à partir de 2018, quand je suis nommé DG d'ARS, quand je visite des hôpitaux, je dis à mes équipes, je n'ai pas envie de passer en réanimation, parce que ces bruits restent comme un traumatisme, comme le reste du traumatisme, avec quelques autres séquelles. Et donc, mais là, la crise venant, je ne peux pas ne pas le faire. Et donc, c'est vrai que replonger dans cet univers, avec les postes de soins, avec la concentration des soignants, avec les bruits des respirateurs. Moi, quand j'ai mes tableurs Excel avec X respirateurs, c'est pas pour montrer ses cicatrices et bomber le torse, mais moi j'ai vécu avec un respirateur pendant de très longues semaines, et donc ça me parle. J'en ai encore le sentiment dans la bouche de ce que c'est que d'être intubé, ventilé. Et quand, c'est important ça, quand beaucoup disent il faudrait laisser circuler le virus, puis l'hôpital fera la variable d'ajustement, mais j'avais là, oui, envie de crier. Je dis, mais en fait, si on laisse aller plus de gens en réanimation, non seulement l'hôpital va tomber, mais en réanimation, au pic de la crise, la moitié des gens mourraient. Et puis être en réanimation, c'est une expérience traumatique. Et donc, comme si c'était au fond ça qui allait être le régulateur. Et donc, oui, ça a joué. Ça a joué aussi dans le fait que les mots étaient charnels. Quand on dit les soignants, moi je pense immédiatement à des soignants qui m'ont, alors je sais pas, sauvé la vie, voilà, mais je pense à des soignants. Et quand on dit réanimation, je pense à ma réanimation neurologique de la Pitié-Salpêtrière. Voilà, c'est des choses comme ça qui font que là aussi, l'histoire intime se mêle à l'histoire du technocrate en chef. Voilà. Alors quand l'histoire intime se mêle au technocrate en chef, lors de votre nomination ici, donc en tant que directeur de cabinet de la Première ministre Elisabeth Borne, vous avez fait une annonce par tweet rendant hommage à votre grand-mère, les racines, l'affiliation. Cette lignée, c'est quelque chose qui donne du sens au présent, surtout quand on est dans des postes aussi intenses qu'une direction d'ARS ou ici à Matignon. Oui, d'abord dans ce tweet, je rendais hommage à 3 femmes. La Première ministre qui venait de me nommer, Véronique Bédague, qui avait été la première femme directrice de cabinet d'un Premier ministre, et j'étais son adjoint, et ma grand-mère. Je suis très, très intimement convaincu que le combat féministe reste le combat principal à mener. Donc je voulais dire ça. Et puis ma grand-mère, parce que j'ai grandi avec elle dans notre maison de famille dans les Cévennes, et elle était élue, elle était engagée, elle n'attendait pas la reconnaissance, y compris la reconnaissance symbolique qu'on peut avoir, ou bon, moi j'ai pu bénéficier à des moments, et elle a fait énormément, et c'était pour moi la figure de l'engagement, et de l'engagement gratuit, même si l'engagement produit de la satisfaction, et que ça n'est pas juste du sacrifice, l'engagement. Et donc oui, je pense souvent à elle, y compris en étant dans ce champ, en ayant beaucoup plus travaillé dans ce champ de la santé et du social, qui était le secteur dans lequel elle était le plus investie en tant qu'élue. Et puis, il y a un petit truc qui n'est pas totalement évident, mais qui consiste à garder le fil des valeurs, ou à tout le moins à savoir quand on s'en écarte. C'est déjà une corde de rappel. Aurélien Rousseau, on arrive au terme de cet échange. J'ai une question personnelle à vous poser. Si aujourd'hui,
vous aviez un café à prendre avec le jeune Aurélien que vous étiez à 18 ans. Sur le plan de la vocation et de la vie qui va avec, que lui diriez-vous? Ça n'est pas une question facile. Peut-être que je lui dirais, pour m'en tirer par une pirouette, il est plus facile de mourir que d'aimer. C'est pourquoi je me donne le mal de vivre mon amour. Ce vers d'Aragon dans Elsa, qui dit que tout est combat, mais que la vie doit toujours prendre le dessus, et la vie, elle suppose de l'engagement. Merci Aurélien Rousseau. Merci.